Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous pour cette session avec Caroline Hayek, qui est journaliste, qui est une ancienne élève de Beyrouth et qui est aussi prix Albert Londres 2021, qui est la plus grande distinction du journalisme en France. Alors peut-être juste pour donner quelques éléments, Caroline, tu es franco-libanaise, tu travailles depuis 2014 pour L'Orient le Jour, qui est vraiment le quotidien francophone libanais de référence. Tu as aussi été correspondante, ou tu es encore correspondante pour le magazine français L'Express. Et puis aussi chroniqueuse pour la première, RTBF, Belgique. Donc, 83e prix Albert Londres en 2021 pour une série de reportages que tu as fait suite aux explosions du port de Beyrouth. C'était le 4 août 2020. Alors, on est avec toi aujourd'hui et on est ravis. Et l'idée, c'est vraiment de voir avec toi un petit peu le parcours et le métier de journaliste. Comment est-ce qu'on entre dans ce métier? Comment est-ce qu'on devient reporter international? Peut-être je te laisse nous en dire plus et puis ensuite on verra avec les questions aussi des personnes qui sont dans la salle et on est déjà 10. Voilà. Merci Dominique, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, comme tu l'as rappelé, je suis une ancienne du grand lycée franco-libanais de Beyrouth. J'ai effectué pratiquement toute ma scolarité là-bas. Je suis franco-libanaise. Concernant mon métier de journaliste, en fait, je suis tombée un peu par hasard dans ce métier-là parce que tout de suite après avoir passé le bac, je me destinais plutôt vers des études de droit. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire en intégrant Assas. Et puis, je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. J'aimais beaucoup l'écriture, j'aimais le théâtre, la littérature. Donc, je me suis redirigée vers des études de lettres et d'études théâtrales à Sorbonne Nouvelle. Et voilà, j'ai passé quelques années en France, donc à faire ce cursus-là. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai dû rentrer pour des raisons personnelles au Liban. Et là, donc, j'ai effectué tout un tas de jobs qui étaient très très éloignés de mon domaine. Et à un moment donné, vers 2013, je me suis dit, voilà, il faut absolument que je me remette à écrire. Et alors j'ai proposé des piges à droite à gauche sans aucune expérience dans des petits magazines, notamment culturels au Liban. Et de fil en aiguille, j'ai intégré la rédaction de L'Orient le Jour. Ils m'ont donné ma chance. Et voilà, j'ai tout fait pour me vendre, j'ai joué ma curiosité et j'ai appris. En fait, c'est comme ça que j'ai appris le métier vraiment sur le tas. En intégrant L'Orient le Jour, donc j'ai intégré le service international. Il y a une petite rupture de faisceau. Et Voilà. il y avait une... C'est bon là? C'est bon, on t'entend. Tu peux y aller, Caroline. Oui, alors je disais, oui, il y avait une couverture assez distante de la guerre en Syrie qui se passait à quelques dizaines de kilomètres de Beyrouth. Donc j'ai voulu vraiment m'intéresser à ce conflit. Malheureusement, la rédaction en chef et les dirigeants de L'Orient le Jour ne nous laissaient pas y aller pour des raisons politiques. Il y a des journalistes franco-libanais ou libanais qui sont décédés pendant la guerre. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur les détails. Donc c'était un peu compliqué, mais j'avais quand même la possibilité de couvrir le conflit depuis Beyrouth parce que vous avez vu qu'il y avait une très très forte présence de réfugiés syriens. Et de fil en aiguille, j'ai monté un réseau. Et en fait, j'ai essentiellement appris ce métier en donnant la parole à tous ces réfugiés syriens qui se trouvaient au Liban, en Turquie ou ailleurs, et même tous les Syriens qui résidaient encore dans leur pays. Voilà. Et ensuite, il s'est passé de grands chamboulements au Liban. Donc, dès 2019, il y a eu une révolution. Les gens, beaucoup de Libanais ont gagné les rues contre le système politique en place, et contre la corruption, contre le système des banques. Donc, il y a eu un très très beau moment. C'était vraiment une communion nationale. C'est que le Liban, il y a 18 communautés religieuses qui cohabitent. Donc, voir toute cette jeunesse descendre sous un même drapeau, c'était extrêmement fort. Donc c'était une période vraiment très enrichissante pour moi. Malheureusement, j'étais un peu frustrée parce que j'étais encore au service international, mais je voulais absolument faire du reportage. Donc c'est comme ça que j'ai un peu
je me suis tournée vers les questions locales et je suis vraiment entrée dans le bain de tout ce qui se passait au Liban. Après, un an plus tard, on a eu les explosions du port de Beyrouth. Et là, je me suis dit qu'il fallait absolument que Je n'étais pas là au moment des explosions, j'étais en France, heureusement, mais il y a de la famille qui a été blessée, des amis également, qui ont tout perdu, qui sont maintenant quittés le pays depuis, tellement traumatisés. Et c'est à partir de là vraiment que j'ai travaillé, que j'ai fait des reportages sur le Liban. Et c'est notamment les reportages que j'ai présentés au prix Albert Londres qui m'ont valu la récompense. Voilà, c'est un peu en gros ce que je voulais vous dire de mon parcours. Alors, on va parler tout ça, hein, du fait d'être reporter, reporter international, d'être reporter de guerre, d'être une femme reporter, c'est encore aussi quelque chose de particulier. Mais peut-être je veux dire aux personnes qui sont dans la session que évidemment vous pouvez poser des questions et on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus possible une conversation avec Caroline. Donc n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le chat ou dans les questions et réponses. Vous pouvez également, et je vous encourage à lever la main, parce que si vous levez la main, on peut vous faire monter sur scène, entre guillemets, et donc on verra votre visage, et c'est quand même plus sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, et comme ça, on verra le visage des personnes qui posent des questions, et la conversation sera plus directe avec Caroline. Peut-être, Caroline, cette question, tu as parlé tout à l'heure de ton expérience quand tu as commencé à L'Orient le jour. Et tu nous expliques que en fait tu as commencé sur le tas, en fait tu te destinais pas du tout à être journaliste. Or ce métier, on s'attend quand même, surtout pour arriver à une carrière comme la tienne, on se dit en tout cas dans l'espace francophone, il faut faire des écoles de journalisme, il faut emprunter la voie sacrée. Est-ce que ton parcours est une exception ou est-ce que c'est encore possible? Je pense que oui, c'est possible. Après, j'ai la chance d'avoir pu faire cela au Liban, donc c'est un plus petit milieu où les gens, enfin, les rédactions sont moins attachées au diplôme, au parcours universitaire. Donc, pendant de longues années, je sentais que je n'étais pas légitime. C'était assez compliqué. Mais en voyant que voilà, il y avait un intérêt grandissant pour le jour, pour les journalistes qui écrivaient et pour aussi ce que je publiais, je me suis dit, ben non, je pense qu'on on a une place, on a une voix en tout cas qu'il n'y a pas ailleurs, parce que le journal en tout cas est le seul journal francophone au Liban et dans la région, et c'est un journal indépendant, on ne reçoit aucun argent de partis politiques ou de pays étrangers, alors qu'il faut savoir que les médias au Liban dépendent de l'argent des partis et de pays comme l'Iran, l'Arabie Saoudite ou autres. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai accepté le fait que j'avais un parcours particulier et c'est vrai que d'avoir reçu le prix Albert Londres m'a quelque part vraiment honorée et donné une responsabilité encore plus grande. Et ça m'a convaincu que non, on peut avoir un parcours atypique et être quand même reconnu. Peut-être une question aussi, Caroline, sur toi, tu as travaillé et enfin, tu as fait du reportage de guerre. Euh, Non. alors, je précise parce qu'effectivement, tu n'es pas allé en Syrie, mais tu as traité de la guerre en Syrie de façon finalement faisant un pas de côté, comme on dit dans le métier, et pas en allant sur des terrains de guerre. Alors, voilà. Mais il n'empêche que le sujet, c'était tout de même la guerre. Et je voudrais bien qu'on parle de ça sur le reportage de guerre parce que c'est un petit peu considéré comme un peu comme le carré d'or ou le carré magique dans le métier, hein, c'est un petit peu le Graal. Est-ce qu'il y a des façons, et peut-être que tu peux nous en parler, des façons de traiter la guerre de façon différente? Enfin, quelles sont les différentes manières qui existent de faire du journalisme de guerre ou de faire des papiers sur des sujets de guerre? Oui, c'était très frustrant de couvrir la guerre en Syrie depuis Beyrouth. On n'avait vraiment pas, déjà, c'était interdit pour nous et on n'avait tout simplement pas les moyens financiers aussi d'être envoyés. Alors, pour moi, j'ai essayé d'humaniser au maximum, justement, tout ce que les gens, les personnes, les Syriens étaient en train de vivre. Donc, ce que je faisais, c'était surtout des témoignages. À chaque fois qu'il y avait des bombardements importants, où j'essayais de raconter, de dénicher les petites histoires, justement, d'initiatives positives.
des personnels, du personnel médical qui se battaient dans des conditions atroces alors que les bombardements, les hôpitaux étaient bombardés de manière systématique. Voilà, où j'essaie de trouver des personnages qui se détachaient, des personnes qui faisaient du théâtre à des enfants, alors ces enfants qui n'ont connu que la guerre et qui vivaient un quotidien mais inimaginable pour nous depuis le Liban, alors pour vous en France et ailleurs. Donc c'est vraiment sous cet angle-là que j'ai essayé de raconter cette guerre, pas rappeler les atrocités. Je faisais des papiers beaucoup plus techniques avec des analyses où je faisais appel à des experts qui m'expliquaient les grands enjeux et les stratégies militaires. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'est de donner la voix à tous ces gens-là et le plus beau cadeau, c'était de... Voilà, quand je leur envoyais leurs photos dans le journal en français, alors ils étaient vraiment extrêmement heureux. Est-ce qu'il y a déjà des questions un petit peu parmi les personnes qui nous écoutent? N'hésitez pas, hein, comme j'ai dit, à lever la main. Comme ça, vous pourrez poser la question directement à Caroline et on pourra vous voir ce qui est toujours plus sympathique. Voilà. Ou alors, si vous êtes un peu timide, vous pouvez mettre les questions dans le chat et dans les questions-réponses et ce sera bien aussi. On lira vos questions. Il y a plusieurs façons d'être journaliste, Caroline. On peut être reporter, on peut être chroniqueuse, on peut être correspondante, ce qui est à peu près la même chose que d'être reporter, on peut être éditorialiste, on peut être présentateur, présentatrice. C'est quoi finalement? Est-ce que c'est toujours le même métier? Quelle est la différence entre les uns et les autres? Alors je ne sais pas parce que je n'ai pas fait télévision, je fais un petit peu de radio justement avec la RTBF, donc c'est très excitant comme aventure, j'aime beaucoup. Mais ce que j'aime avant tout, c'est vraiment l'écrit, c'est mon petit espace, c'est ce que j'aime faire. Et donc je ne pourrais pas développer sur les autres façons de faire du journalisme. Après, la seule chose que je peux dire, c'est que voilà, il y a une éthique du journalisme, il faut être, surtout en ce moment, une défiance dans le monde entier, et encore plus dans le monde arabe. On a toujours l'impression que vous travaillez pour quelqu'un. Moi, plein de fois, je me souviens au début quand je contactais des personnes en Syrie, on me disait mais tu es de quel bord? Mais tu travailles pour qui? On me prenait pour un espion d'un tel pays, une espionne d'un tel pays. C'est très compliqué de faire le métier de journaliste au Moyen-Orient surtout. Alors, on a une question, Caroline d'Inès Belazi. Bonjour, Madame Hayek. J'ai une question. Pensez-vous que les révolutions libanaises traduisent une transformation des relations intercommunautaires ou demeurent-elles malgré tout profondément ancrées? Alors certes, on a vu un changement. Vraiment, de voir ce que je disais tout à l'heure au début, de voir des jeunes chrétiens, chiites, sunnites, de toutes les confessions marcher main dans la main sous un drapeau, j'ai jamais vu ça depuis que je suis née au Liban. Chacun se retranche dans sa communauté. On se définit. D'ailleurs, la première question qu'on vous pose dès que vous rencontrez quelqu'un, tu viens d'où? Quel village? Quelle ville? Comme ça, on peut un peu situer de quelle confession tu es. Donc à ce moment-là, vraiment, c'était une sorte de table rase. Ça n'a pas duré longtemps. Il y a encore ces racines, les racines de la révolution, elles sont présentes. Je pense que la révolution va prendre des années. Mais là, ce qui s'est passé, on a eu des élections législatives au Liban, donc ce sont les premières depuis la révolution du 17 octobre 2019 et depuis les explosions du port de août 2020. Et on a vu donc la percée de 13 candidats issus de la Révolution, ce qui est vraiment quelque chose d'énorme. Alors vous allez dire 13 sur 128 députés, c'est pas énorme, mais c'est une brèche. Avant, c'était la chasse gardée des partis traditionnels, très ancrés et communautaires. Donc c'est en train de changer, ça prendra beaucoup de temps malheureusement. Alors on a une autre... Oui, Caroline. Je voulais juste rajouter cet aspect, surtout que le Liban est dans une crise économique, donc ça n'aide pas. Les gens sont aux abois, ils n'arrivent plus à se nourrir, à payer les scolarités, la situation est vraiment terrible. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, le premier réflexe, c'est d'aller chercher de l'aide chez votre leader communautaire, chrétien, chiite, sunnite. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Merci beaucoup, Caroline. Il y a une autre question de Gabriele qui a levé la main, Gabriele, donc on va pouvoir le voir. Voilà, on va pouvoir le faire monter sur. Voilà, Gabriele qui arrive. Bonjour.
Ah, par contre, on voit pas, je crois que tu n'as pas allumé ta caméra, peut-être, Oui, j'ai Gabriel. allumé. Je dois avoir fait quelques erreurs. Je recontrôle. Je contrôle, je contrôle. Pour l'instant, on ne te voit pas. Je fais caméra save, mais oui, apparemment. Voilà. Bon, ben, je pose la question quand même. Mon visage est tout à fait secondaire. Non, ma curiosité est la suivante. Actuellement, en Italie, il y a une énorme polémique sur ce que doivent faire les journalistes dans une situation de guerre. Bien entendu, le cas est celui de l'invasion de l'Ukraine de la part de la Russie, dans le sens que on reproche à beaucoup de journalistes de prendre un point de vue spécifique et de raconter les événements d'une façon trop influencée par ce point de vue spécifique et pas suffisamment de réussir à faire la synthèse entre les différentes perspectives. Je crois que faire la synthèse entre les différentes perspectives dans une situation de guerre est quelque chose de quasi impossible, surtout que sur plusieurs perspectives sont difficiles à se connaître. J'aimerais connaître votre expérience et votre point de vue à ce propos. Alors, je n'ai pas couvert de théâtre de guerre, donc je ne peux pas vraiment en parler de manière voilà, développée. Mais moi, qu'est-ce que vous reprochez exactement, en fait? J'essaie plutôt de... Qu'est-ce qui est reproché aux journalistes italiens, par exemple, qui sont dépêchés en Ukraine? Qu'est-ce qui pêche? Ah, du coup, il est plus... Ah, je crois qu'il est plus... ouais. Si, il va revenir, Gabriele. Oui. Bah, je peux... Oui. Oui. Ok, non. Non, personnellement, moi, je ne reproche absolument rien. Ce qu'on leur reproche, mais c'est pas moi qui leur reproche, je tiens à le souligner, c'est le fait que normalement, la plupart des journalistes de guerre en Italie épouseraient un point de vue spécifique en racontant les faits et interprète tous les faits sur la base de ce point de vue spécifique, au lieu de se limiter à prendre en considération les faits et les événements qu'ils doivent raconter et les raconter selon la perspective des uns et des autres. Il est tout à fait évident que les faits qui sont racontés maintenant sur la guerre en Ukraine sont tout à fait différents s'ils racontaient selon un point de vue ou selon un autre point de vue. Et d'ailleurs, ce n'est pas simplement le point de vue, disons, officiel de la Russie et le point de vue officiel du gouvernement de l'Ukraine. Il y en a énormément d'autres. Et donc, ce qu'on reproche, c'est d'être trop proche de l'interprétation des faits que donne quelqu'un spécifique, un point de vue spécifique, plutôt que de réussir à faire une synthèse sur les faits tels qu'ils se passent. Ça, c'est un débat assez ouvert en Italie en ce moment. Oui, c'est difficile de faire une synthèse quand vous êtes dans un pays qui a été agressé et où des exactions sont commises quotidiennement. Moi, je repense au cas syrien. Alors, évidemment, je donnais la parole à tous les opposants à Bachar el-Assad, parce que voilà, c'était eux qui étaient bombardés par l'aviation russe, armée de Damas, mais ça ne m'a pas empêché à plusieurs reprises de raconter aussi les souffrances des habitants, par exemple, de la ville d'Alep, des habitants qui étaient pro-Bachar el-Assad, parce que je ne voulais vraiment pas occulter, parce que les souffrances étaient réelles, alors elles n'étaient pas comparables, mais j'avais très envie d'entendre leur point de vue et voilà, on leur donne aussi une voix, parce qu'ils étaient aussi marginalisés. Donc moi, c'est ce que je faisais de mon côté. Mais après, évidemment, on peut absolument être neutre. Donc voilà, pour la guerre en Ukraine, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être neutre ou quoi que ce soit, parce que c'est absolument pas mon point de vue. C'est simplement reporter un fait que c'est actuellement un débat assez fort sur. Je crois que la figure du journaliste dans un théâtre de guerre est une position très 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 compliquée, très 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 difficile et bien entendu sujet à des polémiques telles que celles que nous vivons aujourd'hui. Mais
je n'étais pas en train d'épouser le point de vue de la neutralité. Je voudrais pas être. Mais justement, peut-être sur cette question de la neutralité dont on parle souvent dans le métier de journaliste, Caroline, est-ce que tu penses que la neutralité est possible? Est-ce qu'il faut parler de neutralité, d'objectivité, enfin, pour toi, quelle doit être l'éthique du journaliste de ce point de vue-là? Il n'y a forcément pas de neutralité, je ne pense pas. Il faut être objectif. Mais pour la guerre en Ukraine, je pense que les journalistes font un travail remarquable dans des conditions difficiles. Et il ne faut pas oublier qu'ils s'appuient aussi sur des experts, sur des listes, sur des chiffres d'ONG. Ils ne viennent pas comme ça de leur tête poser un jugement. Moi, je pense que c'est vraiment des observateurs. Après, s'ils rajoutent de sentiments plus qu'il ne faut, c'est clair que ça pose un problème. Mais généralement, voilà, le journaliste fait bien son travail, il a quand même une vérification de données avant de publier quoi que ce soit. Je crois que c'est très important, justement. L'objectivité, oui, la neutralité, je pense qu'elle est complètement impossible et peut-être même ce n'est pas une très bonne chose. Non, merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir un peu pris la parole, un peu trop pris la parole. Merci beaucoup. Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Gabriele. On va peut-être donner la parole également à Yacine, qui a levé la main aussi. Alors, on va le faire apparaître. Yacine, on va bientôt te voir, car tu as une question pour Caroline. Bonjour Caroline. Je voulais d'abord te féliciter parce que l'Orient le Jour est un des journaux libanais que je connais depuis très longtemps, que j'ai lu plusieurs fois. Une partie de ma famille est actuellement à Beyrouth. Ah, d'accord. Parce que quand il y a eu la guerre civile libanaise il y a longtemps, une partie des Libanais a fui le Liban pour arriver à Alger. C'est là où je les ai rencontrés. Et il y a une partie des Libanais qui est arrivée à Alger, s'est mariée avec mes tantes et mes oncles à Alger. Ah, d'accord. Vous connaissez le Liban? Donc, j'ai essayé j'ai aussi beaucoup d'amis libanais ou syriens. Et la question que je voulais vous poser, c'est si vous savez si, à part l'Orient le Jour, il existe des journaux libanais bien diffusés, que ce soit en français ou en arabe. Alors oui, ils existent, il y en a de moins en moins, malheureusement, à cause de la crise économique. Comme je le disais tout à l'heure, la plupart des médias, des télévisions, des journaux, des radios, au Liban étaient financés par des partis politiques ou par des pays étrangers. Donc, avec tous les changements qu'il y a eu dans la région, puis la crise économique, toute cette manne financière a disparu. Donc, certains d'entre eux, notamment un quotidien anglophone qui s'appelait le Daily Star, qui a dû fermer ses portes. Donc, l'Orient le Jour, c'est vraiment une exception. On va fêter nos 100 ans dans 2 ans. Et ce journal est financé par, moi, ce que j'appelle des mécènes. C'est des gens qui n'interfèrent pas du tout. C'est de grandes familles libanaises qui ont des business à l'étranger, notamment en Europe ou aux États-Unis. Donc, leurs revenus ne dépendent pas du Liban. Donc, ils peuvent se permettre de faire vivre ce journal. Après, on travaille dans des conditions pas évidentes. Donc oui, il reste des médias libanais, des journaux. Il y a le fameux El Narad, je ne sais pas si vous connaissez. Et il y a aussi, on a vu justement avec la Révolution, il y a l'émergence de nouveaux médias, de jeunes médias, comme Dalaj, je vous conseille fortement, qui traite beaucoup pas seulement de face au Liban, mais de Syrie, de la région, qui ont un point de vue très intéressant, qui font appel à des chercheurs et des journalistes de tous les pays arabes. Voilà, c'est un peu ce qui se passe dans le paysage médiatique libanais. Après, voilà, les télévisions, je ne conseille pas. C'est pas toutes, mais c'est beaucoup d'idéologues et voilà. Shukrak. Merci, shukran. Mabrouk. Merci, shukran.
Alors peut-être, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, hein, que ce soit dans le chat ou que ce soit en levant la main. Caroline, aujourd'hui, le métier de journaliste, on a le sentiment un petit peu plus féminisé. En tout cas, c'est le cas en France. Hein, c'est un métier qui est extrêmement féminisé. Toi, tu as commencé à travailler il y a à peu près combien de temps? À peu près 7 ans, 8 ans. À peu près 7-8 ans. Oui. Est-ce que dans le secteur de l'actualité internationale, à proprement parler, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ou est-ce que ça reste encore un petit peu le secteur ou le domaine du journalisme dans lequel le métier reste encore le plus masculin? Et est-ce que c'est difficile, je te pose la question sans embâche, d'être une femme et de faire ce métier de journaliste, en particulier de faire du journalisme international? Alors, au service international, il y a 7 femmes et un homme. Donc voilà, ça pose le cadre. En fait, quand je suis arrivée à l'heure le jour, j'étais surprise, il y avait beaucoup de femmes, donc c'était un environnement assez sympathique. Dans la presse écrite, oui, en tout cas, bon, à Lorient, on a une majorité de femmes, ça c'est certain, et de plus en plus, et d'autant plus avec la crise économique, beaucoup de jeunes hommes libanais ont préféré parce que vous savez, il y a encore cette image de l'homme qui doit s'occuper de fonder sa famille, la maison, tout ça. Il y a une grosse pression familiale. Donc, beaucoup de jeunes Libanais sont partis s'installer à l'étranger, ont trouvé des jobs à l'étranger. Et donc là, quand on recrute, c'est surtout, on a beaucoup de CV de femmes, de journalistes femmes. Et concernant mon expérience en tant que journaliste femme, justement, j'ai participé à un débat juste après la remise du prix Albert Londres sur qu'est-ce qu'être journaliste femme. Et moi, bizarrement, enfin, de tout le long de mon parcours, j'ai pas eu le sentiment que j'étais différente d'un homme. Même si la société libanaise est très patriarcale, des fois on vous infantilise, parfois quand je rencontre un politicien ou voilà, une personne, un homme, ils sont un peu oh alors, c'est ton papa, c'est qui ton papa? Enfin oui, j'ai plus de 30 ans, je suis journaliste, vous ne me demandez pas qui est mon papa. Donc il y a des petits comportements comme ça qui sont vraiment liés à la mentalité libanaise, mais j'ai jamais eu vraiment le sentiment que j'étais pas légitime parce que j'étais une femme. Et au contraire, je trouve que des fois, ça m'a même plus ouvert des portes. Les gens se confient plus à une femme. Quand je pars en reportage, justement, juste avant les élections, durant la campagne, j'allais un peu dans toutes les régions. Il y a une petite rupture, je crois que le réseau est en train de s'affaiblir. Ils le prenaient tout de suite, ils étaient un petit peu en retrait. Pardonne-moi, Caroline, on a eu une petite rupture, donc voilà, je pense que le réseau a sauté un petit peu, oui. Je vais te laisser reprendre. Oui, je disais que voilà, quand j'allais visiter les régions libanaises pendant la campagne électorale, j'ai remarqué que quand mon collègue posait des questions, mon collègue homme posait des questions à voilà, certaines personnes qu'on croisait dans la rue, dans certains villages, les gens se méfiaient, alors qu'ils avaient plus tendance à se confier. Donc je trouve que parfois ça joue à mon avantage d'être une journaliste femme. Tu dirais que c'est plus avantageux. Et alors, j'imagine qu'à Lorient le jour, ou peut-être dans d'autres médias, et parmi tes confrères et consoeurs que tu as fréquentés aussi dans d'autres pays, tu as dû rencontrer des journalistes femmes qui, elles, étaient reporters de guerre. Est-ce que, par exemple, tu as pu échanger avec elles et est-ce que elles t'ont dit des choses qui te paraissent intéressantes de partager avec nous? Oui, bien sûr, j'en connais, notamment des personnes qui sont allées en Syrie et en Irak. Par rapport à leur expérience en tant que journaliste femme, c'est ça? Les deux, à la fois en tant que journaliste de guerre et en tant que journaliste femme, oui. Non, c'est clairement, c'est un métier extrêmement stressant. Moi, quand elles me racontent, d'un côté, je les envie, j'ai envie d'aller sur le terrain à leur côté, de vivre de ces moments-là. En même temps, c'est vrai que, enfin, je parle personnellement parce que maintenant j'ai une famille, j'ai 2 petites filles, donc je me dis que d'un côté, ça n'aurait pas été possible de le faire maintenant pour moi, j'aurais dû le faire bien avant, mais comme j'ai commencé le journalisme assez tard, c'était compliqué. Donc voilà, de ce que j'ai entendu des expériences de mes amis journalistes,
elles n'ont pas eu de problème en tant que femmes aussi dans la région, elles n'ont pas senti forcément de pression. C'est juste peut-être, il y a toujours cette méfiance parce que ce sont des journalistes qui ne parlent pas la langue, qui ne parlent pas arabe, qui sont françaises ou belges, donc il y a toujours ce petit décalage, genre oui, toi l'occidental, tu vas pas, qu'est-ce que tu viens nous poser des questions, tu vas rien comprendre. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et moi, c'est un avantage que j'ai eu parce que je parle arabe, je vis au Liban, donc même si je me rendais pas en Syrie, je connais la Syrie, j'y suis déjà allée plusieurs fois avant la révolution de 2011. Donc c'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour moi de dialoguer avec les gens, de les comprendre, parce qu'en fait, c'est un peuple voilà, qui se ressemble tellement les Libanais et les Syriens. Alors, Caroline, juste, tu n'es plus à l'image. Hein, je ne sais pas si tu as retiré la caméra. Oui, voilà. Ah, je me vois, c'est bizarre. Alors, c'est bon. Ah, ça y est, là, on te voit maintenant. Alors, il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées. Peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit dans le chat, soit dans les questions et réponses, ou alors vous pouvez lever la main et comme ça on pourra vous faire apparaître et vous pourrez poser directement votre question à Caroline. N'hésitez pas à le faire. Caroline, peut-être une question. Alors, tu nous as parlé de ton parcours en tant que journaliste. Comment est-ce que tu es rentrée dans le métier, les difficultés que tu as pu, ou en tout cas le sentiment de manque de légitimité que tu as pu avoir à certains moments parce que tu n'avais pas fait d'école, etc. Néanmoins, tu as quand même réussi à obtenir la plus grande distinction du journalisme francophone, hein, qui est le prix Albert Londres. Peut-être sur ton parcours d'ancienne élève, puisque tu es une ancienne élève du franco-libanais de Beyrouth, et on a envie de savoir un petit peu ce que tu en as retiré de ces années. D'abord, de quand à quand est-ce que tu y as étudié, et puis ce que ça t'a apporté, toi, dans ta vie, et aussi dans ton parcours à l'international, notamment. Alors, pour les années, je sais que voilà, j'ai passé mon bac en 2002. J'ai effectué pratiquement toute ma scolarité au lycée de Beyrouth, mais j'ai fait un moment, mes parents sont partis travailler dans les Antilles, donc j'habitais là-bas, un petit peu en France aussi, donc ça a été un petit peu entrecoupé. Mais l'expérience du grand lycée était vraiment incroyable. Moi, je me souviens comme un espace de liberté vraiment très enrichissant. L'accès à toutes les activités extrascolaires, le théâtre, le cinéma, les ateliers d'écriture étaient très très importants. Donc moi je participais à tout ça. Je trouve que, alors qu'au Liban, il faut savoir c'est un contexte, il y a une grosse pression pour les élèves. Réussir, on leur demande d'être, vous avez le choix entre ingénieur, avocat, médecin, quoi, c'est tout. Journaliste, c'était pas une option. Pas en tout cas dans ma famille, au contraire. Moi, quand je leur ai dit je vais aller en droit à ça, sinon tu étais sûre non, parce que sinon, nous, on est OK pour te pousser à faire du théâtre, si tu veux même être comédienne, il n'y a aucun problème. Non. Donc, mais généralement, les familles libanaises ne sont pas du tout comme ça. Je ne veux pas généraliser, mais quand même. Donc oui, le lycée, c'était bien. Comme c'était au centre de Beyrouth, il y avait vraiment des gens de toutes les communautés, de toutes les classes sociales, c'est ce qui était très très important. Et ce qui diffère d'autres grandes écoles aussi qui enseignent le français au Liban, qui sont plutôt tenues par des religieux, où là le cadre est beaucoup plus rigide. Donc vraiment, cette époque-là de ma scolarité m'a permis d'avoir vraiment une ouverture vers le monde. Après, ce que je déplore, c'est qu'on est de ma promo, je crois qu'il y en est peut-être vraiment une poignée à être resté au Liban, surtout là, avec les conditions extrêmement difficiles, et ça c'est dommage. Donc j'espère vraiment que ce genre d'établissement va former des jeunes aussi à pas seulement aller chercher à étudier à l'étranger, ou alors aller étudier mais revenir au Liban, parce qu'on a vraiment besoin de toutes ces forces vives pour reconstruire le pays qui aura des patates là. Il y a du travail à mener. Et toi, tu le mènes dans ton secteur, c'est-à-dire dans le journalisme. Tu racontes ce que tu vois, tu analyses, tu décryptes. C'est aussi une façon de participer à la construction d'un pays. Voilà. Je rappelle que s'il y a des questions des participants, n'hésitez pas. Vous pouvez poser les questions dans le chat, dans les Q&A, donc dans les questions-réponses, ou alors vous pouvez aussi lever la main pour ceux qui ne sont pas timides. Et comme ça, on vous verra, on pourra vous faire apparaître et vous pourrez poser votre question directement à Caroline. Caroline, je vais te poser une question.
qui est récurrente. Bon, alors je peux le dire, et je pense que beaucoup de gens le savent. Moi-même, je suis journaliste, et donc c'est souvent une question qu'on pose aux journalistes, et parfois qui nous agace un peu. Question qu'on pose souvent aux journalistes femmes, et qui parfois nous agace un peu. Peut-être je te laisse la poser. Mais quand même aussi répondre, puisque les gens se la posent, le métier de journaliste et de reporter en particulier est un métier qui peut être assez prenant. Parfois, certaines femmes se disent, mais est-ce que c'est bien fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment un métier que je peux faire en tant que femme? Toi, qu'est-ce que tu aurais à répondre là-dessus? Voilà, tu vois, j'ai veillé à te poser la question de façon pas trop dure pour une femme d'être journaliste. Non, pourquoi ça serait dur pour une femme Non, mon mari est journaliste aussi, donc j'ai la chance voilà, il peut me comprendre et on peut s'entraider à ce niveau-là. Donc c'est clair que c'est compliqué, bah, comme tous les métiers, hein, de pallier entre la famille et son métier. Mais moi non, quand des jeunes journalistes viennent me voir, ou même des élèves du lycée viennent me dire est-ce que c'est un métier que vous me conseillez? Je lui dis écoute, si tu es passionné par l'écriture ou par voilà, tu as envie de faire du documentaire ou de la radio, si tu es curieuse, bien sûr, fonce. Après, c'est pas un métier qui va enfin, ça dépend. Dans la télévision, je sais que peut-être c'est plus facile, mais la presse, c'est connu. Voilà, les salaires ne sont pas mirobolants. Donc, à ce niveau-là, c'est un petit peu compliqué. Mais bien entendu, il faut absolument y aller en tant que femme. Il suffit de trouver un équilibre. Le seul regret, c'est de ne pas avoir été justement dans les théâtres de guerre. Après, ça ne veut pas dire que je peux très bien le faire dans quelques années quand mes enfants seront un peu plus grands. Voilà, donc en fait, ce que tu es en train de nous expliquer aussi, c'est qu'en réalité, c'est pas plus, enfin, dans tous les métiers finalement, on est toujours appelé à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et que c'est la même chose dans ce métier, et c'est pas plus difficile dans ce métier que dans un autre en réalité. Non, je pense pas. Très bien, merci beaucoup. Peut-être s'il y a des questions, je relance le public encore, hein, parce que il va peut-être y avoir des questions. Je vois qu'on est avec des anciens élèves de plusieurs établissements français à l'étranger. Je vois qu'on a une ancienne de Charles Lepierre à Lisbonne, Alger, qu'on a eu avec Yacine. On a également Fustel de Coulanges à Yaoundé, au Cameroun. Peut-être j'ai envie de savoir, est-ce que comment dire, est-ce que sur le prix Albert Londres, sur ce que ça représente, est-ce que pour toi c'était, alors je dirais pas un objectif, mais en tout cas, est-ce que c'était une reconnaissance particulière pour toi d'avoir ce prix-là? Bien sûr, c'était la première fois que j'envoyais ma candidature pour un prix international et je sais que quand j'ai été sélectionnée, déjà, la nouvelle a été prise par tout le journal, mais comme quelque chose d'énorme. Et alors, quand je l'ai eu, c'était encore mieux. C'était vraiment pas un prix qui m'était uniquement destiné, c'était une reconnaissance pour ce journal qui cherchait vraiment à exister, à avoir une légitimité. Enfin, il existe, hein, il va bientôt avoir 100 ans. Mais vraiment, toutes les équipes se battent dans des conditions vraiment pas faciles, notamment salariales, en raison de la crise économique. Donc, quand je l'ai eu, toute la rédaction a sauté de joie, c'était des hurlements. Tout le monde a pris ce prix-là pour lui. C'était vraiment un travail collectif. Après, bien sûr, ça récompense les reportages que j'ai écrits moi-même. Mais c'était un moment, oui, c'est pas que j'ai senti que j'avais plus de légitimité, je le sentais déjà quelques années, après quelques années quand même à Lorient le jour, mais c'est une reconnaissance bien sûr énorme, et c'est vrai que si un jour je veux venir en France travailler ou dans un autre pays, c'est une belle note sur mon CV, vu que je n'ai pas de parcours, je n'ai pas fait de grandes écoles de journalisme. Et justement, sur le parcours professionnel, si par exemple des anciens élèves, enfin si des personnes venaient te demander finalement conseil pour entrer dans le métier, qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Je pense que toutes les voies peuvent mener au journalisme. On a beaucoup de stagiaires avant la crise libanaise, avant 2019, qui venaient de France, notamment, enfin des pays européens francophones.
Et je me rendais compte que ceux qui avaient des parcours plus atypiques étaient ceux qui étaient beaucoup plus motivés, beaucoup plus engagés et au final qui donnaient un résultat beaucoup plus satisfaisant. Ils avaient un peu une autre vision. Alors que des fois, je sentais que certains qui avaient un parcours très classique et très, voilà, très bon élève étaient très fermés dans leur approche, beaucoup trop scolaires. Donc bien sûr, s'ils doivent passer par toutes ces écoles, c'est extrêmement bien, mais je veux dire, il ne faut pas aussi se restreindre et penser que non, vous ne pouvez pas, par exemple, à un moment, changer de métier et revenir au journalisme. Voilà, si vous êtes curieux, vous aimez l'écriture, vous êtes tatillon sur les faits, surtout dans ce monde terrible avec toutes les fake news qui circulent, je pense que vous avez totalement votre place. Tu dirais que dans les écoles, ce qu'on apprend le plus, c'est surtout comment parce que souvent, ce qu'on dit dans ce métier, c'est que l'école, c'est bien parce que ça apprend quand même des techniques journalistiques. Or, sur chaque média, que ce soit la télévision, la presse écrite ou la radio ou le web également, il y a des techniques d'écriture pour raconter une bonne histoire, apprendre à vérifier les faits, etc. Est-ce que toi, tu dirais que c'est quand même un passage obligé ou que c'est juste utile ou au fond, finalement, ça sert surtout à trouver plus facilement une place, mais qu'au fond, ces techniques, on peut les apprendre par la suite? Je pense qu'on peut les apprendre par la suite. Ça dépend de chacun. Moi, je les ai apprises grâce aux gens qui travaillaient là depuis des dizaines d'années. Ce journal, c'est eux qui m'ont appris à vérifier les faits, qui m'ont appris à mener une interview où j'étais complètement à côté de... donc voilà, mais parce qu'ils ont eu le temps, parce que c'est aussi un petit journal, journaliste, on est une trentaine, donc alors qu'un stagiaire dans une grande rédaction, bah, il n'a pas forcément... les gens au-dessus de lui n'ont pas le temps vraiment de le former. Donc non, bien sûr, les écoles sont très... Je ne vais pas du tout casser du sucre sur les écoles, mais je dis juste que si vous n'avez pas fait d'école, c'est possible aussi de parvenir à être journaliste, en tout cas pour la presse écrite. Bien sûr, je ne vais pas m'improviser maintenant, je ne vais pas dire que je vais aller faire des documentaires alors que je ne connais aucune technique de film ou de la radio. Bon, mais en tout cas, comme tu dis très bien, Caroline, les techniques s'apprennent. En revanche, la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'esprit critique, etc., on n'apprend pas ça en 2 ou 3 mois dans une école, quoi. Donc, c'est d'abord ça, les qualités essentielles, tu rappelais, hein, pour exercer ce métier. Je ne sais pas peut-être s'il y a d'autres questions. Il nous reste encore un petit peu plus de 10 minutes avant qu'on termine la session avec Caroline. Ensuite, ce sera la pause déjeuner. Il y aura d'autres sessions l'après-midi, d'autres alumni inspirants à rencontrer, une autre table ronde, et puis surtout, il y aura le prix de l'engagement qui sera remis à un ancien élève pour son engagement dans une association. Ça, ce sera à 18h15. Je rappelle aussi à tous ceux qui nous suivent là qu'il y a des espaces lounge que vous pouvez avoir en regardant sur vos onglets. Il y a un onglet espace lounge où vous pouvez aller sur différentes tables et discuter de façon informelle avec des anciens élèves qui sont là, hein. Donc ça, c'est un petit peu on a essayé de recréer le forum, même en visio, on a essayé de recréer un forum voilà, où on peut quand même se balader, se rencontrer, juste se demander comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a quand même une table aussi qui parle des startups, de la façon de créer des startups et de l'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez pas à y aller. Peut-être, Caroline, tu as envie de nous dire d'autres choses ou de préciser certaines choses ou peut-être des questions que je ne t'ai pas posées et auxquelles tu as envie d'apporter un éclairage. Non, j'étais curieuse de savoir s'il y avait beaucoup de journalistes parmi les participants. Je ne sais pas s'il y en a. Ah bon, on va demander aux participants si parmi eux, oui, s'il y a des journalistes ou si certains aimeraient exercer le métier de journaliste ou alors si certains s'y intéressent tout simplement. N'hésitez pas à répondre dans le chat ou encore à lever la main pour que vous puissiez interagir directement avec Caroline. Voilà, ne soyez pas timide. Alors, Inès qui nous dit « J'aurais bien aimé, mais le chemin est assez difficile à prendre ». Inès, est-ce qu'on peut t'entendre?
Est-ce que tu peux, parce qu'on aimerait bien peut-être discuter de ça avec toi, parce que je pense que je pense que ta question intéresse d'autres personnes. Je te laisse lever la main. Est-ce que tu peux lever la main pour ta question, Inès? Alors, Joude qui nous dit que c'est plutôt le parcours qui l'a intéressé et pas le journalisme en soi. Inès, tu n'arrives pas à lever la main. Je te laisse voir avec Jennifer, peut-être, qui va t'expliquer où cliquer pour pouvoir lever la main. Alors, Joude, est-ce que tu peux nous dire, entre-temps, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et peut-être quel est le métier que tu exerces? Tu dis que c'est le parcours de journaliste qui t'a intéressé, pas forcément toi d'exercer le métier en soi, c'est bien ça? Ah, ok. Est-ce que tu m'entends, Joude? Je te laisse répondre. Est-ce que tu veux bien, Joude, peut-être aussi partager ça avec nous? Si tu arrives à lever la main, on peut te faire apparaître et puis discuter peut-être en face à face. Voilà, Joude arrive. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bonjour. D'accord. Donc bonjour, moi j'ai trouvé c'est surtout intéressant car moi je suis étrangère. J'ai pas beaucoup de Libanais dans mon entourage, malheureusement, vu qu'il y a beaucoup de Français qui font du droit, vu qu'ils veulent rester ici, ils veulent vivre ici. Mais c'était très perplexe pour moi de voir des gens qui sont choqués par le fait que je parle plusieurs langues, par exemple, que j'ai beaucoup de culture sur d'autres pays, sur les guerres qui se passent par exemple au Moyen-Orient. Et quand on arrive et qu'on dit, moi j'ai grandi au Koweït, il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'arrivent même pas à me dire c'est où. Donc c'était vraiment histoire de juste voir. Car moi j'aime beaucoup la France, j'ai étudié dans le lycée français, le seul au Koweït. C'était vraiment juste de voir le parcours entre le Liban et la France qui m'a intéressée. C'est tout. Et qu'est-ce que tu fais comme métier? Enfin, qu'est-ce que tu es étudiante en droit, hein, c'est ça, Joude? Je viens de finir ma L2. D'accord, très bien. Et tu te destines, donc tu as fait du droit comme Caroline, et tu te destines à quoi? Moi, j'aimerais bien travailler dans les relations internationales avec entre la France et le Moyen-Orient, car je sais que même si j'aime beaucoup la France, culturellement, c'est très difficile pour moi. Le fait de ne pas avoir des gens qui parlent ta langue autour de toi, de ne pas avoir des normes culturelles que tu perds, c'est très difficile, et spécialement quand ma famille elle est pas là. Donc, je sais pas, j'aimerais bien faire les deux, comme ça je pourrais faire des allers-retours. Il y a des choses qui sont très belles dans les deux pays, que j'aimerais profiter et avoir à vie, mais pas pour autant, j'aimerais pas perdre des choses des deux côtés. Donc, c'est plutôt ça. Bah, si jamais tu es intéressé par le journalisme et tu aimerais tenter l'aventure à Lorient le jour, tu es la bienvenue. Franchement, c'est quelque chose dont j'avais pas vraiment pensé, vu que c'est vrai que dans les familles libanaises, moi, depuis vraiment mon plus jeune âge, on m'a toujours dit c'est soit médecine, soit du droit, on a besoin de juristes dans la famille. Donc, franchement, c'est quelque chose, vous m'avez donné beaucoup de choses auxquelles penser, donc merci beaucoup pour votre intervention, c'est vraiment formidable. Merci. Merci. Caroline, sur la question que soulève l'ajout de dire finalement, oui, quand ce qui peut être difficile aussi, et notamment quand on va à l'étranger, c'est le fait de parler plusieurs langues, de se sentir peut-être parfois. Alors, ce qui paraît être un avantage, hein, de parler plusieurs langues, d'avoir plusieurs cultures, mais en même temps, il y a quand même une phase d'adaptation quand tu vas ailleurs. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pu ressentir dans les différents, même si tu travailles aujourd'hui au Liban, bien sûr, mais est-ce que c'est quelque chose que tu connais et que tu as connu dans ton parcours professionnel? Alors, quand je suis partie faire mes études en France, étant franco-libanaise, déjà, j'avais pas ce sentiment de me sentir étrangère en France, parce que ma mère est née en France, elle est en France, elle est française. Donc,
moi, non, je prenais ça vraiment comme une richesse. Au contraire, on posait beaucoup de questions quand je vivais en France sur le Liban. On connaît les relations entre les deux pays. Donc, après, c'est vrai que je connais beaucoup de Libanais, par exemple, qui sont partis, de familles libanaises qui sont parties au moment de la guerre civile, qui, en arrivant en Europe, au Canada ou ailleurs, ont essayé vraiment de taire le fait qu'ils parlaient arabe, par exemple. Ils disaient non, attention, dans la rue, ils ne parlent pas arabe parce qu'on va se faire. Il y avait toute cette crainte qu'on les regarde de travers. Donc je peux comprendre parfois le sentiment de décalage de Joude, elle qui connaît vraiment bien le Moyen-Orient. Et c'est vrai que quand vous parlez à quelqu'un, surtout qui est en études de droit et qui ne s'est pas placé le Koweït, c'est un peu problématique. J'espère qu'il le place au plus ou moins au bon endroit. C'est pas dans un autre continent complètement, mais oui, je peux comprendre, c'est un sentiment vraiment bizarre. Ça, et le fait d'avoir grandi, si je puis dire, dans un établissement français à l'étranger, où on est quand même toujours avec des gens qui viennent de partout dans le monde, quoi. Même si, alors peut-être qu'au franco-libanais aussi, on a une grande partie de la population qui est peut-être libanaise également, mais j'imagine qu'il y a aussi quand même beaucoup qui viennent de pays différents, de pays étrangers. Est-ce que ça facilite quand même les choses, ça, ou Brassage de culture, il y avait des gens de partout, majoritairement libanais, mais il y avait des Libanais d'Afrique, du Canada. Non, et on parlait, oui, on avait beaucoup de langues, on parlait déjà les 3 langues, et puis on avait des options d'italien, d'allemand, d'espagnol, donc c'est sûr que ça nous a donné des armes pour après être exportés, entre guillemets, à l'international. Ça, c'est dommage. C'est bien d'un côté, mais... c'est bien d'un côté, mais toi, ce que tu souhaites, c'est qu'il y ait quand même de plus en plus de gens qui repartent travailler au Liban et qui contribuent au relèvement du pays, en somme. Alors, on va voir peut-être si Inès je ne sais pas si Inès a réussi à régler son petit problème de bouton. Ah non, elle n'y arrive pas. C'est pas grave, Inès. Alors, Inès, tu nous dis que tu as travaillé à France 24. Attends, tu as fait des stages pour des journalistes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Tu peux nous dire, peut-être, il nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste un peu moins de 5 minutes, mais peut-être c'est intéressant que tu nous parles de ton expérience à France 24. Peut-être que tu as des questions d'ailleurs à poser là-dessus. Toi, c'est une rédaction que tu connais, Caroline, France 24? J'ai des amis qui y travaillent, mais non, je ne connais pas très bien. Mais c'est Yacine, par contre, qui posait la question, c'est pas Inès. Ah, c'est Yacine qui posait la question. D'accord, très bien. D'accord, parfait. Bon. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Je pense qu'on peut, si vous n'avez pas d'autres questions, et peut-être Caroline, si tu n'as pas d'autres choses à ajouter, on va te laisser reprendre tes activités, tes occupations, sachant que le forum professionnel continue sur toute la journée jusqu'à 20h. Comme je disais, il y a les espaces lounge. C'est très intéressant, les espaces lounge, parce que vous pouvez vraiment rencontrer des gens de façon informelle. Et ça, c'est ce qui nous manque depuis la pandémie du Covid. On n'a plus vraiment beaucoup d'endroits. Enfin, depuis 2020, on s'est plus retrouvés lors des forums mondiaux des anciens élèves. Donc, n'hésitez pas à prendre possession de ces espaces lounge pour discuter les uns avec les autres. Et puis, après la pause déjeuner cet après-midi, il y a les autres sessions qui continuent. Et puis, à 18h15, il y a également la remise du prix de l'engagement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup aussi à tous ceux, à vous tous là qui avez assisté à la rencontre avec Caroline. En tout cas, Caroline, on est super fiers, on est très fiers parce que comme on dit, les anciens des lycées français de l'étranger, c'est pas seulement un réseau, c'est plus qu'un réseau, c'est une communauté en fait. C'est une communauté de pensée, une communauté d'expérience. Et donc voilà, on est aussi très fiers que tu sois une ancienne et que tu sois lauréate de ce prix Albert Londres. Et puis et puis surtout pour les uns et pour les autres et pour toi également, n'hésite pas à t'inscrire sur la plateforme alfm.fr. Pour constituer l'annuaire, parce que on a déjà plus de 8000 noms sur cet annuaire qui sont des anciens élèves. Et quand on a un ancien élève qui a envie d'entrer dans le journalisme et qui a envie de poser quelques questions à quelqu'un qui est passé par là avant, ça peut être pas mal de trouver ça sur la plateforme. Voilà, merci beaucoup à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne suite de forum et une bonne fin de cette session. Voilà, merci à vous. À bientôt.
pas